Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Missing 411. Donc, qui est la partie 3, qui s'intitule Le mystère des coïncidences et le retour des disparus. Alors, dans ce nouvel épisode que je réalise en alternance de mon autre série des Titans de l'Histoire, encore une fois, il est important de préciser que cette série Missing 411, elle est spécifiquement pour la communauté francophone. Donc, je ne fais pas cette série en anglais parce que c'est un sujet qui a été survolé à maintes reprises en Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas de raison de le faire à nouveau. Et surtout, moi, ça me permet pour moi de trouver une forme d'alternance entre les aspects sociologiques et historiques de la série Titans de l'Histoire qui requiert quand même un, un, un- un exercice de recherche un petit peu plus important, même si je connais les personnages sur lesquels je travaille. Alors aujourd'hui, cet épisode, cette partie 3 de Missing 411 est un petit peu spécial, car j'aimerais aujourd'hui faire trois choses. Premièrement, j'aimerais répondre aux questions de ceux et celles qui m'ont adressé des messages et des questions, comme Monsieur Fred Magicos et Mesdemoiselles ou Mesdames Aymin, Isabelle et Odile, pour répondre en fait à certains questionnements. C'est vrai que moi, ma vision de Missing 411, c'était d'aborder ça étape par étape, c'est de travailler sur les jeunes enfants, de faire les promeneurs, les scientifiques qui ont disparu, puis les chasseurs et enfin travailler sur les zones géographiques et pour arriver au fur et à mesure à la théorie qui semble la plus la, 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 la plus identifiée par David Paulides. Et ce sera pas une conclusion, mais ce sera un moyen de rentrer un peu plus dans la théorie ou les faits que David Paulides a pu relever pour donner une explication de ce qui se passe, de ce phénomène. OK? Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de répondre aux questionnements de ceux et celles qui m'ont envoyé des commentaires et des questions. Mais je vais répondre déjà dans un premier temps en vous disant que je ne suis pas un analyste spécialisé type David Paulides. David Paulides, qui a fait partie de la police aux États-Unis, à Los Angeles, il me semble, il a fait aussi partie du SWAT. Le SWAT, c'est une équipe d'élite de la police aux États-Unis. Donc, je suis loin d'avoir ses compétences et son expertise. Mais ce que j'essaie de faire avec Missing 411, c'est de croiser en fait les informations qui viennent de différents cas et identifier des points qui ne sont pas forcément relevés par les gens ou qui ne sont pas forcément visibles. Alors c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, ensemble en regardant trois cas de jeunes enfants qui ont des liens entre eux, notamment avec Jared Ataredo aux États-Unis, le cas du petit Émile en France, que m'ont soulevé différentes personnes, dont Odile et Isabelle et aussi Aymin Amin. Et on va regarder aussi le cas de Dior Kuntz Jr., qui est un cas on n'est pas très sûr que ce soit un cas Missing 411, mais qui est intéressant tout de même. Puis nous finirons avec trois cas de personnes qui ont disparu et qui sont revenues. Donc effectivement, il y a des personnes qui disparaissent et qui reviennent dans des circonstances encore plus étranges que leur disparition. Donc j'aimerais vous montrer ces ramifications entre les disparitions et le manque d'informations. Même quand les gens reviennent, il y a un manque d'informations qui est assez consternant. Donc, suivez-moi afin que nous pénétrions à nouveau dans les mystères des cas Missing 411. Alors, chers amis, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet avec ces trois cas et les cas de personnes disparues qui reviennent, je voudrais revenir à la genèse de ce qu'est le phénomène Missing 411 et comment David Paulides en est arrivé à travailler sur ces cas-là. Ok? Donc, en fait, il s'avère que David Paulides avait déjà été averti il y a environ une dizaine d'années sur les cas de disparition étranges qui se répétaient. Donc c'est un gars qui était à la retraite de la police. Et donc comme il avait été averti de ces cas de disparition, il a voulu rencontrer des équipes de Search and Rescue, donc qu'on appelle SAR, Search and Rescue, donc les gens qui font les recherches des gens disparus dans les forêts ou les parcs nationaux.
Et donc, il a rencontré ces équipes-là auprès de Yosemite Park pour discuter avec eux des cas de disparition particulièrement étranges que eux ont pu expérimenter. Donc, dans ces échanges-là, il y avait dans la salle ce qu'on appelle des agents spéciaux des parcs nationaux. Donc, c'est un service d'enquête avec des agents fédéraux qui font partie des parcs nationaux, qui gèrent les enquêtes sur les parcs nationaux. Donc, alors qu'il était dans sa chambre, après la réunion avec les équipes de Search and Rescue, il était dans sa chambre, quelqu'un toque à la porte et lui dit, bon, Monsieur Politis, nous sommes des agents fédéraux de services d'enquête des parcs nationaux. Nous aimerions avoir une discussion avec vous au sujet de ces disparitions étranges. Et donc là, les deux personnes lui confirment qu'un grand nombre de cas de disparitions particulièrement étranges avaient lieu dans beaucoup de parcs nationaux ou de forêts nationales aux États-Unis et au Canada, parce qu'ils ont des collaborations naturellement avec le Canada. Et il demandait donc si David Paulides était intéressé à enquêter de manière plus profonde et de manière plus élargie dans les différents parcs nationaux, afin d'utiliser sa notoriété et de rendre public tous ces cas extrêmement étranges. Parce qu'effectivement, il fallait avertir le public pour que les gens soient informés, en fait. Et puis surtout, rendre cas de la majorité de ces affaires qui sont sans explication en réalité. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous expliquer comment fonctionne le système policier aux États-Unis et leur relative responsabilité et collaboration. Alors, il y a ce qu'on appelle dans les petites villes ou les comtés, il y a ce qu'on appelle des shérifs ou des connétables, constables. Ok? Donc, dans les petites villes, ils n'ont pas les moyens d'avoir un police department. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un département de police en tant que tel. Comme ils ne peuvent pas le financer, ils ont un constable ou un shérif avec des assesseurs. Okay? Dans les grandes villes, ils ont un département de police qu'on appelle PD, Police Department, avec sa branche, on va dire, policière d'intervention qui s'appelle le SWAT. Donc, le SWAT, ça fait partie du Police Department. Ils sont formés par des agents fédéraux. Ils ont un entraînement spécifique pour être une équipe d'intervention contre les terroristes ou des prises d'otages. Les États, par contre, ont des rangers, mais ils ont aussi des services de bureaux d'investigation. Typiquement, il va y avoir le CBI, Colorado Bureau of Investigation, ou bien il va y avoir dans le Wyoming, il va y avoir la même chose, Wyoming Bureau of Investigation. Donc dans chaque État, il y a l'équivalent d'un bureau d'investigation qui s'occupe de l'entièreté de l'État. Okay? Mais quand un crime est commis entre deux États, il y a ce qu'on appelle le FBI, le Federal Bureau of Investigation, qui intervient et prend le relais quand un criminel passe d'un État à un autre. Puisque le Wyoming reste dans le Wyoming, le Colorado, l'équipe, le truc du WBI, Wyoming Bureau of Investigation, il reste dans le Wyoming. Donc ils ne peuvent pas aller dans un État qui est l'Arkansas, par exemple. Donc ils restent là où ils sont et le FBI prend le relais. Et au sein du FBI, ils ont leur propre force d'intervention qui ne s'appelle pas le SWAT, mais c'est une force d'intervention FBI pure. Ce sont des vraies personnes qui sont très souvent issues de l'armée ou de la Navy et qui forment le SWAT du FBI. Et il y a d'autres forces fédérales. Hein. Il y a le DEA, Drug Enforcement Agency, qui s'occupe des drogues. Il y a ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Donc eux, ils s'occupent vraiment de tout ce qui est l'alcool, le tabac, les armes à feu et les explosifs. Et ils ont aussi leur propre force d'intervention spécifique par domaine de responsabilité, parce qu'il y a la drogue, il y a les armes et autres, et chacun a son domaine de responsabilité. Le FBI, c'est beaucoup plus les crimes, on va dire, financiers ou économiques. Okay. Alors, maintenant, pour finir, il y a d'autres groupes qui existent. Donc, vous avez entendu parler de la CIA, comme on voit dans les films, qui est censée opérer à l'extérieur des États-Unis, ainsi que la NSA. Okay, tandis que d'autres groupes d'intervention militaire existent, que j'ai déjà mentionné dans certaines affaires, notamment les Bérets Verts de l'armée, les Navy Seals de la marine, et qui sont déjà intervenus de manière spécifique dans des cas Missing 411. Okay. Maintenant, la raison pour laquelle je vous décris tout cela est que le système des parcs nationaux et forêts nationales est placé sur la responsabilité d'agents fédéraux des parcs nationaux. Ce sont eux qui sont allés voir David Paulides dans sa chambre d'hôtel pour lui expliquer, pour lui demander de travailler sur ces cas et sur ces disparitions étranges. Ils sont naturellement
ces agents fédéraux des parcs nationaux sont largement mieux formés que les policiers classiques qu'on retrouve dans les villes. Ils vont faire l'entraînement à Quantico, dans le centre d'entraînement du FBI. Et que donc la gestion des disparitions incombe donc à l'administration des parcs nationaux. Pour avoir accès à des cas de disparition, David Paulides a fait une demande de FOIA. FOIA, c'est Freedom of Information Act. Donc pour avoir accès à ces cas de disparition, David Paulides a fait une demande de FOIA, Freedom of Information Act, qui permet à tout citoyen américain ou non, on n'est pas obligé d'être citoyen américain pour faire un FOIA, donc n'importe qui, même un citoyen français ou canadien, peut faire une demande de FOIA. Donc il permet à tout citoyen américain ou pas de faire une requête d'information pour toute information non classée top secrète et qui n'est pas attrait à la sécurité nationale. Donc si vous demandez des choses sur les ovnis, on va rien vous envoyer. Mais si vous demandez des choses sur les parcs nationaux et sur les disparitions, on devrait vous envoyer quelque chose. Or, en fait, en ayant effectué toutes ces demandes pour tous les cas de disparition qu'on lui a à Yosemite, pour lesquels on lui a demandé, pour Yosemite Park, le service d'administration des parcs nationaux lui a demandé $34 000. Pour l'ensemble de tous les parcs nationaux, on lui a demandé 1,2 million de dollars. En lui refusant des fois, en demandant un seul cas, on lui a refusé l'accès à certains cas. Donc, et un refus, et on lui a, après ça, on lui a même donné un refus complet. On lui a dit, bon, même si t'as l'argent, on te donnera rien, on te donnera accès à aucun cas. Un refus complet, malgré son statut d'écrivain et d'enquêteur, parce qu'il avait des références. Il avait effectivement donné les références de certains agents fédéraux des parcs nationaux qui recommandaient David Paulides pour qu'il puisse avoir accès au cas. Et pourtant, on lui a jamais donné accès. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, quand il récupère certains dossiers, c'est par le fait de relations avec certains agents des parcs nationaux ou par relation avec les parents des victimes. Okay. Donc, mais il a quand même accès à un certain nombre de dossiers, notamment à des services de police qui participent à certaines recherches. Eux, quand ils s'arrêtent, ils envoient le dossier à David Paulides qui prend le relais. Donc, il est possible que pour moi, en effet, que le gouvernement américain soit en effet au courant de quelque chose qui ne souhaite pas que la rumeur et les faits de disparition s'étendent dans la population. Parce que les parcs nationaux rapportent beaucoup d'argent en termes de tourisme vers l'étranger, vers les touristes étrangers, mais également le tourisme intérieur. Donc les gens qui sont dans différents coins aux États-Unis vont visiter les parcs nationaux. Ok ? Et comme vous le verrez dans les épisodes suivants, les circonstances très étranges entourent ces disparitions et comment le gouvernement semble contribuer en partie aux recherches, mais semble ne pas vouloir partager les informations qu'il glane et semble ne pas vouloir contribuer ouvertement à trouver des réponses. Okay. Donc maintenant, passons directement au cas qui nous amène ici aujourd'hui dans la partie 3. Chers amis, on va enfin commencer les 3 cas dont on parlait, où je vais faire le parallèle avec le petit Émile. Donc il va y avoir le cas de Jared Atadero et le cas du petit Émile en France, et également le cas de Dior Kunz Jr. Ok. Donc on va commencer avec Jared Atadero. Donc Jared Atadero aux États-Unis en 1999. Donc le 2 octobre 1999, Jared Atadero a 3 ans. De par une situation simple, en fait, son père a un resort et il y a un groupe religieux chrétien qui vient passer quelques jours dans le resort de son père et il cherche le chemin pour aller visiter une ferme de poissons. Donc le père indique qu'il y a une ferme de poissons pas très loin, il cherche la direction de la ferme de poissons, il leur indique et les enfants entendent ça, ils disent qu'ils veulent absolument aller avec eux, qu'ils s'ennuient, ils veulent pas rester à la maison et donc le père, un peu gêné parce qu'il ne connaît pas ces gens, les enfants insistent et il accepte de les laisser partir avec des gens qu'il ne connaît pas vraiment en fait. Mais bon, il accepte de les laisser partir et les gens disent « Oh, t'inquiète pas, on va surveiller tes enfants, il n'y a pas de souci. » Et donc, au lieu d'aller à la ferme de poissons, il décide d'aller à un sentier relativement connu qui s'appelle Big South Trail. Donc c'est au Colorado, toujours. Et donc, ils partent là-bas. Jared est impatient, il arrive, il est excité comme une puce, rempli d'énergie comme une pile, et il fait des blagues à tout le monde, il se cache pour faire peur, il marche avec les marcheurs les plus rapides, et puis il court à gauche, à droite, puis il commence à courir devant lui, à aller tout droit, et en fait, c'est un enfant de 3 ans, il faut le surveiller, mais personne ne le surveille vraiment en fait.
Et donc quand il part devant, il avance vraiment, il est vraiment le seul devant parce qu'il a dépassé les marcheurs les plus rapides. Et il croise deux pêcheurs qui vont le voir pour la dernière fois. C'est la dernière fois où on le voit. Donc il arrive là, il voit les deux pêcheurs. Il demande: oh messieurs, est-ce que vous avez vu? Je cherche des ours, j'ai envie de voir des ours. Puis là, le petit, comme il est plein d'énergie, il prend des pierres, il balance dans l'eau, il fait du bruit. Et les pêcheurs, ils ont besoin de calme pour pouvoir pêcher les poissons. Ils lui font comprendre qu'il faut partir, que il les dérange, et que non, il n'y a pas d'ours ici. Donc finalement, un enfant de 3 ans, il le laisse partir tout seul. Okay, ou le faire asseoir, le faire attendre avec eux, que ses parents arrivent ou les personnes qui l'accompagnent arrivent. Non, il le laisse partir tout seul. C'est la dernière fois qu'on va voir Jared. Donc Jared, il part, et les gens qui étaient censés chercher l'enfant regardent autour d'eux, et finalement ils ne voient plus l'enfant. Ils commencent à paniquer, ils courent un peu partout, ils essaient d'appeler Jared. Jared ne répond pas, et on va avertir le père de l'enfant que l'enfant a été perdu. Lui, il va venir avec son truck, à venir dans la forêt, courir un peu partout, appeler Jared, mais il se rend compte que c'est impossible de retrouver Jared dans ces conditions. C'est une forêt un petit peu dense. Et donc, il y a des recherches massives qui vont être mises en place. Donc, des hélicoptères, des chiens, 4000 volontaires vont venir, 4000. Mais Jared reste introuvable. Et donc, des recherches vont être faites pendant plusieurs semaines. On va chercher l'enfant partout, disant que peut-être un miracle qu'on le retrouverait. L'enfant ne sera jamais retrouvé. Et le 6 mai 2003, donc 4 ans après, des randonneurs découvrent ces restes partiels à environ 5-6 km du lieu de disparition et de séparation. Il y a un endroit inaccessible pour un enfant de 3 ans et qui a déjà été fouillé auparavant. Donc maintenant, on va retrouver une partie du crâne de l'enfant, on va retrouver le haut du crâne de l'enfant, une dent et des vêtements pas en mauvais état, mais une jambe est manquante et des chaussures quasiment neuves, malgré les intempéries. Donc, l'enfant a disparu depuis 4 ans, on retrouve ses enfants, on retrouve ses affaires, les chaussures en bon état comme si elles étaient neuves, et avec les lacets, je veux dire, noués, alors que l'enfant, il est connu à ne jamais nouer ses lacets de chaussures. Et on retrouve donc les chaussures avec les lacets noués, quasiment neuves, malgré les intempéries. Les avis des experts divergent. Certains évoquent une attaque de puma. Mais une attaque de puma, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes précédents, une attaque de puma, ça veut dire du sang, des vêtements déchirés. Là, on retrouve les vêtements en bon état, malgré une jambe qui est manquante sur les vêtements. Et il y a une absence de traces typiques d'une attaque de puma. Un puma, ça mord, ça griffe. Donc il n'y a pas de griffure, il n'y a pas de sang. Et la position des vêtements, c'est ça qui est étrange. Les vêtements sont retournés. Le pantalon est retourné à l'envers. Et propre, malgré les intempéries, encore une fois. Et tout cela soulève des doutes. Son père rejette l'hypothèse animale, évoquant un possible enlèvement. Mais l'affaire, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été résolue. Mais n'oubliez pas, on a retrouvé, la manière dont on a retrouvé en fait le haut du crâne, c'est qu'on a retrouvé le haut du crâne posé sur un rondin de bois, comme si ça avait été placé là, et les vêtements soigneusement posés, le pantalon retourné à l'envers. Donc un enfant de 3 ans ne peut pas faire ça déjà. Donc l'affaire jusqu'à présent n'est absolument pas résolue, c'est un des grands mystères de Missing 411. Maintenant, on va regarder le cas de Émile, du petit Émile en France, donc en 2023. Le 8 juillet 2023, Émile, apparemment je retrouve un nom de famille, c'est Émile Soleil, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. 2 ans, s'évapore dans le hameau isolé d'Eau-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, alors qu'il joue près de la maison de ses parents, de ses grands-parents, pardon. Il est vu pour la dernière fois à 15h15, vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc. Une recherche gigantesque est lancée à l'échelle de la France. 800 volontaires, des drones, des hélicoptères équipés de caméras thermiques et des chiens spécialisés ratissant 97 hectares de montagnes escarpées. Les chiens repèrent une piste, s'arrêtent net. Donc c'est vraiment un cas Missing 411 où les chiens ont du mal à retrouver une piste, ou quand ils trouvent une piste, ils s'arrêtent net, suggérant une montée dans un véhicule ou la disparition de l'enfant de manière
très étrange. Le 30 mars 2024, donc quasiment, on va dire, quasiment un an après, donc ça veut dire quelques 8 mois, 7-8 mois après. Donc le 30 mars 2024, des ossements sont découverts près du hameau, confirmant sa mort. Un fragment de crâne et des dents permettant son identification, mais la cause du décès reste inconnue. L'enquête reste toujours ouverte et oscille entre un accident et un homicide. Je voulais juste faire remarquer que un fragment de crâne et des dents. La même situation de Jared Atadero. Donc on va maintenant passer à Dior Kunz Jr. aux États-Unis en 2015. Alors, le cas de Dior Kunz Jr., c'est un cas que j'ai beaucoup étudié. La disparition est tellement étrange, il y a tellement d'éléments qui sont étranges que c'est pour ça que c'est difficile à vraiment juger. Donc, le 10 juillet 2015, Dior Kunz Jr., 2 ans, disparaît du camping Timber Creek en Idaho. Ses parents, Jessica Mitchell et Vernal Kunz, affirment l'avoir perdu en quelques secondes près d'un ruisseau. Les recherches mobilisent des plongeurs. En fait, ils sont dans un camping qui est assez loin. Et malgré ça, ils arrivent très rapidement à faire venir des secours en appelant par téléphone avec une réception moyenne, mais ils font venir des secours. Donc très rapidement, les recherches mobilisent des plongeurs parce que il y a un cours d'eau à côté. Donc on a vérifié le cours d'eau, des équipes avec des chiens pisteurs et des chiens cadavériques qui cherchent la piste de cadavre ou d'un corps. Et également des drones, mais aucune trace n'est détectée. L'enquête se heurte à des contradictions. Le grand-père initialement présent nie avoir été sur place. Et l'enquêteur privé Philip Klein accuse les parents d'avoir dissimulé un accident. En 2023, Klein revient sur l'affaire, insistant sur une possible erreur parentale. Mais aucun corps ni fragment n'est jamais retrouvé. 9 ans plus tard, Dior Kunz Jr. reste porté disparu et les théories divergent entre l'enlèvement, meurtre ou un accident couvert. David Paulides, dans un premier temps, a rejeté l'idée d'étudier ce cas, car il semble pour lui qu'il y avait plutôt moi c'est exactement ce que j'ai ressenti, hein. Il y avait plutôt un sens vers un meurtre ou un accident avec les parents, mais c'est un cas en partie Missing 411 parce que il y a la courte séparation, la disparition d'un coup de l'enfant, mais en même temps le comportement des parents est très étrange. Donc il y a aucune preuve de l'implication des parents n'a jamais été trouvée, mais je voulais quand même mentionner ce cas parce que c'est un enfant jeune qui disparaît de manière instantanée, un petit peu comme Dennis Martin ou bien d'autres cas qu'on a pu voir dans la partie 2. Okay. Maintenant, si on fait une analyse comparative des éléments qui sont troublants de ces trois affaires. Dans le cas de Jared, on retrouve le fragment de corps dans des zones inaccessibles. Pour Jared, ces restes sont découverts dans une zone escarpée, à environ 5-6 km de la zone où est-ce qu'il a disparu. Et donc David Paulides, durant un de ses documentaires, a fait le chemin qu'aurait pu emprunter Jared au moment où il était perdu. Et quand il refait le chemin, c'est un chemin extrêmement difficile, avec des passages où vous faites à 4 pattes, parce qu'il y a vraiment des passages très difficiles à passer. Et un enfant de 3 ans ne pouvait absolument pas parcourir cette distance seul. Et le fait que l'enfant se soit retrouvé là-bas, ou soi-disant retrouvé là-bas, ça me semble très étrange. Pour Émile, ses ossements sont retrouvés dans une forêt dense, près d'un chemin déjà inspecté, le même cas que Jared, parce que l'endroit où les restes de Jared ont été retrouvés, le fragment de crâne plus là-dedans, ça avait déjà été recherché à plusieurs occasions. Et là, ce sont des promeneurs qui ont trouvé les restes de Jared. Et dans le cas d'Émile, c'est exactement pareil. C'était un chemin déjà inspecté, déjà recherché. Les experts estiment qu'un tir a déplacé le corps et a placé les restes ici. Et donc, c'est exactement ce qui est suggéré pour le cas de Jared. Pour Dior, aucun reste humain n'a été retrouvé, mais un os animal avait été retrouvé, mais qui a créé une confusion pendant un temps. Et c'était des indices trompeurs dans des zones pourtant déjà fouillées, en fait. Mais on n'a jamais rien retrouvé pour Dior. Maintenant, les vêtements et les chaussures, qui sont placés de manière anormale. Très souvent, dans le cas Missing 411, on retrouve les vêtements pliés, propres, comme si c'était passé au pressing. Et là, dans le cas de Jared, ces vêtements
en partie déchirées au niveau de la jambe gauche, sont propres. Et il n'y a pas de sang, malgré l'exposition prolongée des éléments. Et les vêtements sont relativement propres. Ces chaussures sont propres. Malgré les 4 années qu'elles ont passées à l'extérieur pour Jared. Apparemment, ce que j'ai retrouvé, c'est que les vêtements de Émile avaient été pliés et lavés, sans aucune trace de décomposition. Les chaussures intactes contredisent l'idée d'une mort naturelle en forêt. Donc, on a retrouvé certains éléments pour Émile qui semblent indiquer que à moins que je me trompe, hein, moi c'est ce que j'ai pu voir, on avait retrouvé des vêtements pliés et également des chaussures en bon état. Pour Dior, encore une fois, on n'a rien retrouvé pour Dior. Aucun vêtement retrouvé, mais les parents insistent sur sa tenue, bottes de cow-boy, qui n'a jamais été localisée malgré des recherches minutieuses. L'échec des recherches, malgré des moyens exceptionnels. Là, pour Jared, on parle vraiment d'une recherche qui a été exceptionnelle. Il y a eu plusieurs hélicoptères qui ont fait la recherche. 4000 volontaires se sont portés volontaires pour chercher l'enfant. Il y a même un hélicoptère de recherche qui s'est écrasé, blessant gravement l'équipe. Et les chiens perdent la trace immédiatement. C'est-à-dire que les chiens n'ont même pas réussi à trouver une trace. C'est-à-dire que les chiens sont restés bloqués immédiatement sur le terrain. Pour Émile, on parle de 800 personnes et des chiens spécialisés qui ont ratissé, je crois c'est 9 ou 10 hectares de terrain sans succès. Les ossements apparaissent après 20 mois d'enquête. Pour Dior, le FBI et des drones thermiques explorent le camping sans résultat. L'absence de traces défie la logique dans un environnement ouvert. Et le FBI, pourquoi l'intervention du FBI? Parce que c'était d'un état à un autre, donc le FBI était intervenu, ce qui était logique dans ce cas-là. Quels sont les points communs pour ces 3 cas que nous venons de voir ensemble? Premièrement, disparition instantanée. Les 3 enfants s'évaporent en quelques minutes, sans cri, sans trace. Il y a des anomalies matérielles, des vêtements propres, chaussures intactes, ou absence totale d'indices malgré les intempéries, ou malgré l'exposition à des intempéries quelconques. Ça peut être le vent, la neige. Dans le Colorado, il fait très froid. Hein. Il fait froid comme au Canada. Donc c'est impossible que vous laissiez des vêtements dehors qui ne soient pas abîmés par les intempéries. Des zones déjà fouillées. Les restes ou l'absence de restes défient les recherches initiales, suggérant une manipulation externe. Suspicion envers l'entourage. Les familles de Jared et Dior, ainsi que les grands-parents d'Émile ont été mis en cause avant d'être disculpés par manque total de preuves. Quand des gens sont coupables, il y a des choses qu'on arrive à retracer de manière émotionnelle dans les détecteurs de mensonges, qui a été le cas pour les parents de Dior. Pour Jared, on a interrogé toutes les personnes qui ont pu être en contact avec Jared. Rien, aucune conclusion, aucune forme de possible direction de piste. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces 3 cas illustrent les limites des enquêtes criminelles face à des disparitions inexplicables. Que ce soit par négligence humaine, intervention animale ou acte criminel masqué, chaque histoire mêle tragédie familiale et mystère forensique. Les similitudes troublantes restent inaccessibles, vêtements anormalement disposés, propres, questionnent notre compréhension des disparitions d'enfants en milieu naturel et les conditions dans lesquelles les enfants disparaissent. C'est encore une fois, moi je pense à une théorie, c'est que des éléments peuvent être liés au clonage, peuvent être placés là et faire penser que l'enfant est mort, et fait en fait que l'enfant a simplement été enlevé. Mais c'est très étrange parce qu'on retrouve d'un pays à un autre, on voit le petit Émile en France, on voit Jared Atadero aux États-Unis, et on voit que les 2 cas sont extrêmement similaires, avec dans la même catégorie d'âge. Donc c'est assez frappant. Donc chers amis, après avoir passé en revue les 3 cas dont nous parlions, des 3 jeunes enfants qui ont des éléments croisés les uns avec les autres, nous allons aborder 3 cas qui sont encore une fois encore plus mystérieux que leur disparition. En réalité, c'est même leur réapparition qui est mystérieuse. Donc nous allons voir ça ensemble et on va attaquer avec le cas de Steven Kubacki. Steven Kubacki en 1978, qui est un cas spécifique de Missing 411.
Donc, Steven Kubacki était un étudiant de 23 ans au Hope College de Holland, dans le Michigan. C'était un homme de plein air expérimenté. Cet hiver-là, il a décidé de faire un voyage de ski de fond en solo, près de la rive sud-est du lac Michigan, dans une région connue pour ses hivers rigoureux et ses vastes paysages gelés. Alors, le lac Michigan, c'est parmi les grands lacs qui font la liaison avec le Canada. Et donc c'est un environnement qui est assez froid en fait, hein, à cause du lac. Ça génère des températures assez basses. Alors, en général, on ne s'aventure pas dans ces environnements-là tout seul. Ok. Et Stephen Kubacki a entrepris son voyage comme prévu, mais il n'est jamais revenu le lendemain lorsqu'il a omis de s'enregistrer à l'hôtel où il était censé arriver. Sa famille, ses amis se sont inquiétés. Une équipe de recherche a été rapidement constituée pour fouiller le terrain enneigé près du lac Michigan afin de trouver une trace de lui. Les chercheurs ont finalement découvert des empreintes de pas de Kubacki dans la neige. Le sentier menait vers le lac gelé, puis s'est brusquement arrêté. C'était comme s'il avait disparu. Dans beaucoup de cas de Missing 411, on retrouve des cas comme ceci. Donc on trouve des traces de pas dans la neige et d'un coup, les traces s'arrêtent. Les chiens ne sont pas capables de suivre la piste et ça s'arrête dans des traces en plein milieu d'un champ de neige. Donc, assez étrange. Donc le sentier menait vers le lac gelé, puis s'est brusquement arrêté, comme je le disais, comme s'il avait disparu, s'était évaporé. Dans l'air raréfié, les équipes de secours ont fouillé la zone, mais n'ont trouvé aucun signe de Kubacki, ni glace brisée, ni empreinte de pas supplémentaires menant au lac gelé, qui s'étendait à l'infini et sans aucun autre indice. Les recherches ont été donc interrompues puisqu'il n'y avait plus de pistes possibles. Donc Kubacki a été présumé mort, soit perdu dans la nature sauvage, glacé, soit noyé sous la surface du lac. Puis en mai 1979, quelque chose d'inexplicable s'est produit après sa disparition. Stephen Kubacki est soudainement réapparu, non pas dans le lac Michigan, mais à Pittsfield, Massachusetts, à près de 1000 km de là. Il est allongé dans un champ herbeux, complètement indemne. Ses cheveux étaient plus longs, mais il était en bonne santé physique. Ses vêtements étaient différents de ceux qu'il portait lorsqu'il a disparu. Et il portait une petite sacoche remplie de cartes et de panneaux d'autostop aléatoires de différentes villes. Mais l'élément le plus troublant, Kubacki n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il a été interrogé par les autorités, il était incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Après son voyage de ski, il ne pouvait pas expliquer comment il s'était retrouvé à des centaines de kilomètres ou pourquoi il transportait les objets dans son sac. C'était comme si 15 mois avaient été complètement effacés dans son esprit. Les médecins l'ont examiné, n'ont trouvé aucune trace ou aucun signe de traumatisme physique, maladie mentale ou de consommation de drogue qui pourrait expliquer le temps manquant ou le manque de souvenirs. Lorsque les médias ont eu vent de l'histoire de l'histoire de Stephen Kubacki, les journalistes sont empressés de l'interroger, l'ont pressé de répondre, mais Kubacki a simplement déclaré que je ne me souviens pas. Et juste comme ça, il s'est éloigné du mystère et n'a jamais regardé en arrière, contrairement à la plupart des gens qui sont revenus de disparitions mystérieuses, qui écrivent des livres, qui aussi contribuent à renforcer le mystère et à bénéficier de cette nouvelle notoriété. Kubacki, à contrario, a choisi de ne jamais chercher publiquement de faire grimper le mystère ou chercher à donner des réponses. Après avoir donné quelques brèves interviews, il a disparu de la vue du public, plus tard obtenant un doctorat en psychologie clinique et menant une vie tranquille dans une petite ville. Mais dans une rare interview, quelques années plus tard, lorsqu'on lui a demandé s'il n'avait jamais retrouvé des souvenirs de ce qui s'était passé, Kubacki a simplement répondu qu'il ne voulait pas en parler. David Paulides a cherché à l'interroger, a cherché à rentrer en contact avec lui à plusieurs reprises, mais il n'a jamais répondu. Donc, chers amis, je vais essayer tant bien que mal de faire une conclusion de cette partie 3 qui est c'est un petit peu difficile de chercher un fil entre ces 4 cas. Donc j'avais prévu initialement de faire 3 cas de disparition et de réapparition, mais ça ferait la vidéo un petit peu longue, donc j'ai préféré écourter et avoir simplement un cas aujourd'hui. Je ferai d'autres cas de disparition et de réapparition dans les prochains épisodes.
Mais voilà, ce que je pourrais dire, c'est que les disparitions de Jared Atadero, le petit Émile en France, Diorcan Jr. et Steve Kubacki illustrent à quel point les cas Missing 411 sont divers et défient véritablement notre compréhension rationnelle ou la compréhension que nous pouvons en avoir. Ces histoires, bien que géographiquement, temporellement éloignées, partagent des éléments troublants, des disparitions soudaines, des recherches intensives infructueuses et des découvertes qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Et il y a également un cas dont je parlerai dans le futur qui est extrêmement troublant et qui relie en fait tous les cas les uns avec les autres. Et mais je donnerai ce cas beaucoup plus tard parce qu'il faut qu'on passe à travers différents cas avant de comprendre l'ampleur du phénomène Missing 411. Et souvent il y a un élément qui relie tous les cas ensemble, mais on ne le voit pas forcément. Mais dans les cas aujourd'hui, notamment dans cette partie 3, dans les cas de Jared, Emile et Dior, les enfants disparaissent en un instant, souvent sous les yeux de leurs proches, de manière quasiment instantanée. Des restes retrouvés dans certains cas, comme Jared et Emile, se situent dans des zones déjà fouillées ou inaccessibles pour un enfant de leur âge. Les vêtements propres ou retournés, ainsi que des chaussures en parfait état, malgré une exposition prolongée aux intempéries. Bon, maintenant, c'est vrai que les vêtements ne sont pas totalement immaculés. Faut être réaliste. On voit bien les images, les vêtements sont abîmés, mais ils ne sont pas autant abîmés que l'on pourrait l'imaginer face aux intempéries sur une durée aussi longue. Et les chaussures sont en parfait état. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. Et de l'autre côté, il y a une dimension supplémentaire inexplicable, c'est la logique, c'est que si l'enfant avait été enlevé par un pédophile ou un tueur en série, pourquoi revenir pour placer le sommet du crâne dans les deux cas de Jared et du petit Émile, les deux cas qui sont séparés de presque une vingtaine d'années, et pourtant deux zones géographiques sont extrêmement éloignées, une aux États-Unis et une en France, qui n'ont strictement rien à voir. Et pourtant le même mode opérationnel semble avoir été utilisé. Donc c'est ce qui rajoute cette dimension donc inexplicable. Quant à Steven Kubacki, son retour après 15 mois d'absence, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé, renforce l'idée que ces disparitions pourraient impliquer des phénomènes encore inconnus, surnaturels ou même voire extraterrestres, comme certains peuvent l'imaginer. Mais je repasserai sur certains cas qui se relient les uns avec les autres et qui donnent une forme d'explication. Mais dans les épisodes futurs. Ces récits révèlent un mystère plus profond d'après moi. Que se passe-t-il réellement dans ces zones sauvages? S'agit-il d'accidents naturels, d'interventions humaines ou de phénomènes que nous ne comprenons pas encore? C'est pour ça que je vous demanderai de donner quelle est votre approche personnelle de ce sujet. Est-ce que vous avez des théories quelconques? Est-ce que vous avez des idées face à ça? Et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de cette série dédiée au cas Missing 411, dans l'explorer les disparitions d'un autre groupe. Dans le prochain épisode, les randonneurs expérimentés, ces individus souvent physiquement aptes et familiers avec la nature, disparaissent dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Nous examinerons leurs témoignages, les faits entourant leur disparition et les indices laissés derrière eux. Et donc, c'est vrai que l'objectif est un peu double, c'est comprendre les schémas récurrents. C'est pour ça que je vous demande un petit peu votre avis à vous. Comment voyez-vous ces disparitions? Comment les analysez-vous? Mais aussi donner une voix aux familles. Ça veut dire que faire en sorte que ce genre de schéma ou de disparition ne reste pas inconnu ou non abordé en fait, ou que ça ne reste pas dans le silence. Et naturellement, si vous avez des théories ou des questions sur ces disparitions, partagez-les dans les commentaires, likez, partagez naturellement. Et parce que ensemble, en fait, nous serions plus à même de comprendre ces mystères qui hantent familles et enquêteurs depuis des décennies. Et aussi, j'essaierai de donner des cas plus anciens. Il y a des témoignages des Amérindiens qui donnent des témoignages plus anciens et aussi des témoignages qui datent des siècles précédents, qui peuvent être intéressants
à parcourir. Donc sur ce, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de notre série sur les titans de l'histoire. Et dans 2 semaines, la partie 4 des cas Missing 411 sur les randonneurs expérimentés. Merci à vous et à très bientôt.